Donc bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour tisser du sens d'un point de vue symbolique, archétypal, mythologique, en lien avec les grands mouvements de ces étoiles errantes que sont les planètes. Donc cette semaine, il y a énormément d'aspects astrologiques. Donc je vais essayer vraiment d'aller à l'essentiel et d'extraire, j'allais dire, la symbolique sans forcément faire référence, je vous les mettrai dessous, à tous les aspects, hein, mais c'est pour pas surcharger mon propos qui peut après des fois se perdre dans la technicité de l'astrologie, même si à chaque fois, vous l'avez peut-être remarqué, je nomme l'aspect et je l'explique toujours après. Donc, on est dans ces temps d'entre-deux, on est dans ces espaces liminaux, hein, on pourrait dire, où le passé est encore présent, le futur est en train d'arriver, et on est dans ces interstices de passage qui peuvent faire penser, vous savez, à ces états de veille et de réveil dont les anciens attribuaient la régence à Hermès. C'était Mercure qui nous accompagnait dans ces entre-deux. Et là, Mercure est le régent de la nouvelle lune. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mercure est la planète qui reçoit énormément d'influence aussi cette semaine, comme pour nous préparer à ce passage de cette nouvelle lune et de cette éclipse solaire. Il faut savoir qu'une éclipse solaire, c'est peut-être celle qui est la plus impressionnante quand elle est totale. Alors là, elle est partielle, hein. Pourquoi? Parce que en plein jour, on a le soleil qui se voile et donc on a cette obscurité. Et c'est celle aussi qui était redoutée par les anciens lorsqu'avant ils ne pouvaient pas prévoir les éclipses, hein. Il faut imaginer quand même que le soleil qui est la source solaire, qui est le symbole de l'esprit, lorsqu'on en est privé, on imagine bien ce que ça pouvait provoquer comme peur. Au niveau du symbolisme, pardon, quand le soleil est éclipsé, on pourrait dire qu'il y a quelque chose aussi de nos personnalités, du moi égotique, comme vous voulez l'appeler selon les traditions, mais c'est de cette identification à qui on est, et encore plus en Vierge, qui pourrait être cette identification tyrannique, je me permets d'utiliser ce mot, qui est juste l'ombre de la Vierge. On verra aussi, hein, je vais dérouler dans mon propos le côté bien sûr lumineux, comme toujours, hein. Toujours essayer de dépasser au travers de ces étoiles errantes qu'étaient les archontes pour les traditions ésotériques, cette dualité. Mais l'ombre du soleil en Vierge, ça pourrait être cette exigence de sentir qu'on n'est jamais suffisant, qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Vous savez, comme une œuvre d'art, euh, j'imagine que chaque être humain, on cherche à polir quelque chose en nous de noble, de beau, de vertueux. Et à chaque fois en Vierge, vous savez, ce serait, il faut épurer par ici, il faut détoxifier par là, il faut raffiner par là, hein. Et la Vierge, même si c'est un signe féminin, c'est un signe dont Mercure est le régent. Il est à la fois exalté en Vierge et à la fois en domicile. Et ça passe souvent aussi par le prisme d'un discours, d'un jugement de valeur, d'une évaluation sur qui nous sommes, qui peut être terrible au sens qu'on voudrait ajuster au millimètre, au micromètre, quelque chose de parfait, hein, et qui quelque part pourrait rendre nos statuts figés, hein. Si on devenait des statues, il n'y aurait aucune imperfection et quelque part, il n'y aurait aucun mouvement. On deviendrait un petit peu robotisé, même si la Vierge n'est pas comme le Verseau, quelque chose de technologique, hein. Mais je voulais plus dire, au niveau du symbolique, on pourrait se couper de vie et retenir la vie. Et justement, hein, pour préparer cette nouvelle lune, qui est un passage qui de tout temps a été craint, hein, les avant nouvelles lunes sont craints, peu importe que ce soit éclipse ou pas, parce que pour les anciens, on était privé de lune et c'était le moment souvent où les femmes avaient leur menstruation et elles connectaient justement avec certains espaces psychiques, elles pouvaient dialoguer avec d'autres forces et ces forces, c'était souvent des forces lunaires, hein. La phase obscure de la lune est souvent associée à Hécate, donc c'était plus associé à des sorcières, à Circé qui avaient certains pouvoirs et qui avaient aussi, j'allais dire, certains débordements dans leur énergie qui n'étaient pas trop contrôlables. Donc là, on a quelque chose au niveau de la symbolique qui est assez, je trouve, intéressante. C'est qu'on a le soleil à 29 degrés de la Vierge, donc qui cherche à entrer dans la balance, dans l'équinoxe d'automne, dans cet alignement parfait, dans cette sorte d'équilibre entre les jours. Et on éclipse le soleil
qui vient de passer, j'allais dire, le dernier mois dans le signe de la Vierge et qui est souvent marqué justement par cette grande exigence de contrôle, d'une quête d'alignement. Et là, on est beaucoup plus en présence d'éclipses par des forces qui semblent, j'allais dire, brouiller toute destination clairement tracée. Et comme par hasard, deux aspects principaux de cette semaine, c'est Mercure opposé Saturne et Mars opposé Chiron. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la symbolique? Bah, je trouvais ça intéressant. Je l'ai pris comme ça, hein. Je prends toujours un niveau de lecture du symbole. Il y en a plein d'autres et je pense que si vous multipliez ou si vous écoutez certains de mes confrères ou de mes consoeurs, vous allez aussi avoir, et c'est toujours riche, un autre aspect du symbole. On a forcément aussi le filtre de notre sensibilité. Bah, Mercure opposé Saturne, dans l'ombre, c'est la tyrannie du mental. C'est cette exigence de vouloir être parfait, de résister aussi peut-être à certaines forces du chaos. C'est la dureté qu'on peut, par une opposition peut-être, exiger d'un autre, ou que la situation exige de nous-mêmes. C'est aussi le sentiment peut-être que Mercure se trouve face à Saturne qui a un principe de réalité où il a du mal à avoir confiance parce que il se sent plombé sous la réalité, sous les contingences matérielles. Et Mars opposé Chiron, c'est à quel point on peut se blesser, même si Mars actuellement est en balance, mais au niveau archétypal, Mars Chiron, c'est, et je sais parce que c'est un aspect que j'ai dans mon thème, et je sais que ceux qui ont aussi cet aspect-là dans notre thème, on a énormément de mal souvent à utiliser Mars d'une manière saine. Soit on le retourne contre soi en se faisant du mal, hein. Il y a beaucoup d'auto-sabotage, il y a une difficulté de passer à l'action. On peut le voir aussi d'un point de vue symbolique. On a tellement dans notre société, j'allais dire, cette image de Mars, Arès, dieu de la guerre, cette méchanceté, cette violence, cette cruauté, que Mars Chiron, souvent, on a du mal à incarner Mars parce que on a toute la mémoire des abus, hein. Chiron, il a été abandonné, il a été rejeté, il a été ostracisé, il a grandi dans une grotte et il est né du viol de la nymphe Pyrrha par Chronos, par Saturne. Donc il y a une symbolique, même si on la prend littérale, où parfois il y a une violence dans Mars qui, pour les âmes sensibles, j'allais dire, peut être très compliquée. Mais du coup, se priver de Mars, qui est le gardien du Soleil, c'est aussi souvent, encore plus quand Mars est en balance, pouvoir se priver de notre capacité à être assertif, de notre capacité à pouvoir se mettre en mouvement, se mettre en avant, assumer qui l'on est et aussi quelque part défendre notre territoire. Donc je trouve qu'on a énormément de choses intriquées cette semaine. C'est comment on peut voir d'un côté euh, peut-être le besoin avec cette éclipse solaire de vraiment dissoudre ou d'éclipser la force du moi qui légitimerait l'utilisation de la force de Mars pour défendre à tout prix notre personnalité et qui on est, à quel point aussi des fois, lorsqu'on manque de vitalité solaire, on peut se faire du mal, ravaler quelque part ravaler notre épée et du coup s'abîmer en intériorité, hein. Donc je trouve qu'il y a une grande exigence liée à la Vierge forcément, qui est l'exigence de l'acte juste, de la pensée juste, de maîtriser notre mental, mais pas pour le maîtriser et le contrôler, mais vraiment pour arriver à discerner et à répondre de nos pensées, hein, à pouvoir les observer avec une justesse. N'oublions pas aussi que de par les configurations astrales, et je ne veux pas vous perdre, mais dès qu'une planète, dans les prochaines années, va toucher Saturne, elle va aussi toucher Neptune. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir l'exigence de Saturne, qui peut nous montrer un endroit de l'ordre de la limite, de l'ordre de la frustration, on a Neptune qui va nous demander de transcender la limitation et de nous ouvrir à un espace plus grand qui vient dissoudre quelque chose. Donc là, Mercure qui rentre ensuite en balance et qui va dialoguer avec Neptune, c'est accepter quelque part ce grand mystère, c'est accepter que
on ne peut pas tout contrôler et tout savoir, mais que par moment, il y a l'irruption de cette grâce, l'irruption de ce flou qui va nous demander d'avoir confiance et de se laisser traverser et peut-être d'accepter aussi que nos idées et nos pensées peuvent être inspirer, mais aussi Neptune peut nous aider à dissoudre, je pense, vraiment nos auto-limitations mentales, nos auto-limitations aussi. Là, il n'est pas encore, il a déjà été, Mars a déjà été en opposition à Neptune, hein, mais quand, voilà, toutes les planètes vont faire, quand elles vont, de toute façon, toutes les planètes personnelles entre 2025 et 2026 qui vont dialoguer avec une transpersonnelle, elles vont dialoguer avec les trois, même les quatre, avec Saturne, avec Neptune, avec Pluton et avec Uranus. Donc c'est comme si, c'est ça aussi qui rend peut-être difficile les passages, c'est qu'à chaque fois, que ce soit le plan mental, le plan sentimental ou le plan de l'action qui est amené à évoluer, on nous fait évoluer avec toutes les forces, parce que chacune des transpersonnelles, elle ne veut pas la même chose. Il y en a une qui veut nous libérer, une autre qui veut nous transformer, une autre qui veut nous structurer, et enfin une dernière qui veut nous dissoudre et nous faire rejoindre le paradis perdu. Donc, vous comprenez, c'est très difficile aussi à retranscrire, hein, mais c'est juste pour vous dire que voilà, là, on est passé un peu à la machine à laver de notre mental en voyant les exigences. De ces exigences, on est aussi amené à essentialiser, à rester avec la pensée juste, la parole juste. Et Neptune vient nous ramener quelque part au verbe inspiré. C'est un peu pour vous prendre un exemple, comme si on se sentait frustré et tellement frustré parce que on aurait une forme d'exigence ou de parasite mental. Et Neptune viendrait nous chercher en nous disant, mais fais-en de l'art, fais-en de la poésie, mais vibre de qui tu es, ose l'exprimer, hein. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez exigeant dans cette passage des éclipses, c'est tout ce qui nous frustre, qui nous exige, qui nous contraint, qui pourrait être de la Vierge, qui nous donne la sensation que notre réalité est réduite ou est trop dure. Il y a Neptune et il y a le Poisson, et il y a toutes ces planètes, et je vous passe tous les aspects qui viennent nous demander de réhabiliter un lien poétique, un lien magique quelque part, mais au sens de la magie ancienne qui pouvait changer notre rapport au monde et réhabiliter le sensible. Et moi, ma vision de l'astrologie, si je peux vous la partager et si des fois ça vous intéresse aussi, c'est un art poétique, c'est un art symbolique qui vient réhabiliter le sensible. J'allais dire à toutes les âmes sensibles, à toutes les princesses à la petit pois au petit pois pour reprendre le conte, qui sont sensibles à ce petit pois et qui sont en désaccord ou ce que on a l'impression que la vie est et que cette réalité-là est trop dure et on a l'impression qu'on n'est en plus pas à la hauteur, hein, qui serait très vierge de ce que nous exige le monde, bah, il y a cette irruption de quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse et qui nous dit, mais fais-en de la poésie, enfin, ne te contente pas de ce que tu vois, c'est-à-dire accepte-le, discerne-le, mais métabolise-le, j'allais dire, en poisson, en sens, en mystère, en art, en création, hein. Donc il y a vraiment, je trouve, cette opportunité-là, donc d'utiliser Mercure, le passeur, donc même si les messages qu'on reçoit, qui nous viendraient des autres ou qui nous viennent de l'intérieur de nous-mêmes, sont difficiles, sont exigeants, je pense qu'il y a une ouverture à terminer un cycle de cette exigence et à réhabiliter quelque chose de la beauté, du sens, de la grâce. Et en plus, pour ce faire, on termine, j'allais dire la Vierge avec cette nouvelle lune à 29 degrés. Et qui rentre dans la Vierge? Bah, c'est Vénus. Alors, Vénus en Vierge, elle m'a fait penser, et c'est là où je voulais tisser du sens, avec Vénus en Vierge, elle fait penser à la Corée. Les Corées, c'était ces déesses lunaires qui justement régissaient les nouvelles lunes parce qu'elles étaient souveraines et qu'elles n'appartenaient qu'à elles-mêmes. Donc, je trouvais ça intéressant. C'est comme si on nous débarrasse de tout ce que je viens de vous dire, de l'ombre de la Vierge et de cette exigence et de cette tyrannie mentale, mais on réhabilite le beau de la Vierge. On peut retrouver, je trouve, dans cette figure archétypale de la Corée. Donc, la Corée, je vous montre le livre, c'est The Corée Goddess, vous voyez. J'ai ce livre-là, vous voyez, c'était ces femmes vous pouvez taper, hein, vous tapez Corée. Euh, qui n'appartenait qu'à elle-même, qui avait une souveraineté, qui était vierge
et qui nous parle vraiment là de comment on peut se raffiner. Je parlais, mais pas dans le raffinement extrême, mais se raffiner pour toucher quelque chose de la pureté, pour trouver quelque chose du sens. Et elles arrivaient quelque part, moi je me les imagine, où elles n'appartenaient qu'à elles-mêmes. Elles font penser à ce que je vous avais déjà partagé lorsque Vénus a rétrogradé en Bélier. Elles font penser à ces Artémis, à ces Diana, euh, à ces figures quelque part mythologiques qui ne sont pas touchées par l'autre, par la civilisation. En fait, les Corées, c'était les seules qui ne se définissaient pas par les autres. Elles n'étaient ni mariées, elles n'avaient pas d'enfants. Donc en fait, elles n'étaient pas définies dans leur rapport à l'autre. Elles étaient enfin, elles étaient souveraines, elles étaient suffisantes dans qui elles étaient, juste de par leur être. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beau, là où Vénus est en carré à Uranus juste avant cette nouvelle lune, c'est peut-être cet acte de liberté qui viendrait dans toute cette transition, dans tout ce chaos, réhabiliter quelque chose en nous, c'est cette liberté d'être et de se laisser définir, et je sais que c'est très exigeant, par aucune de nos appartenances, par aucun de nos liens, et de pouvoir regarder dans cette nouvelle lune qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui euh, et reste dans cette pureté, dans cette reliance, et qui n'appartient qu'à nous-mêmes. Et de ce lieu-là, pouvoir rentrer au moment de l'équinoxe de printemps dans le signe de la balance, et donc être invité à tisser des relations, à tisser nos vies depuis ce centre. Donc vous voyez, c'est un passage qui nous ramène au centre, avec cette exigence aussi de nous montrer les excès, hein, les excès, on pourrait dire, de trop se regarder et du coup de rentrer voilà, dans l'ombre aussi de la fausse modestie ou de ne pas se sentir légitime et à la hauteur, hein, qui est quelque part qui n'est pas, qui est déséquilibré. On peut être soit dans l'inflation, soit dans la déflation, mais de rester vraiment euh, renouvelé dans cette virginité. Il y a un peu comme une opportunité de renaître à nous-mêmes, et je trouve que les déesses qui peuvent nous accompagner, c'est ces déesses lunaires qui ont cette virginité, qui ont cette innocence, qui ont cette pureté, de ne pas s'être laissé définir par l'extérieur. Et comment on peut ouvrir ce nouveau cycle, hein, puisque on va encore un peu avoir l'influence des éclipses, pour pouvoir du coup euh, se laisser traverser par plus grand, sans avoir peur, hein, qui était la peur qu'on avait vue dans le poisson, de se laisser flouter, parce que tout d'un coup, c'est aussi pour ça que Vénus est en chute en Vierge. Hein, Vénus est en chute en Vierge, là où Vénus est exaltée en Poisson, parce que Vénus exaltée en Poisson, elle va être amoureuse de l'amour et par exemple dans ses relations, s'emballer dès que quelqu'un apparaît. Et Vénus du coup est en chute en Vierge parce qu'elle est moins propice à l'exaltation des sentiments amoureux, mais peut-être qu'elle peut ouvrir une nouvelle voie. C'est la voie d'être reconnecté justement à ce centre, de se sentir libre et d'entrer en relation depuis ce lieu-là. Donc prendre le risque à l'étape balance de se laisser décentrer parce qu'elle sait qu'en fait, son vrai centre, le centre de cette virginité, de cette appartenance à elle-même, ne le sera jamais. Comment on peut réhabiliter la beauté de la Vierge, introduit par Vénus au carré d'Uranus? Je pense qu'aussi c'est trouver une grande liberté dans la façon dont on a envie de vivre les petits riens du quotidien, nos routines, nos disciplines. N'oublions pas qu'on éclipse toutes les injonctions à être, à l'amélioration, à la performance, à devenir quelqu'un d'autre, à avoir des rituels parfaits. Et on ouvre, j'allais dire, cette nouvelle lune par Vénus carré Uranus. Je ne peux pas dire ce mot, mais en anglais, je l'aime beaucoup, qui a une sorte d'irrévérence par rapport aux injonctions de comment on devrait se définir pour être parfait. Et là, je trouve que ça nous ramène à qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous aimez, comment vous réenchantez vos quotidiens, comment vous mettez de cette beauté, de cette grâce dans le petit, et comment de ce petit réenchanté par la présence de Vénus, c'est-à-dire par la joie, par la beauté, par l'amour, par le cœur à l'ouvrage, il y a quelque chose qui est contenu en nous, et de cette contenance et de cette, j'allais dire, sculpture souveraine, on peut, j'allais dire, être ouvert au vent chaotique, être ouvert à tout ce qui se passe à l'extérieur, sans sentir qu'on est complètement happé. Donc voilà un petit peu cette invitation pour cette nouvelle lune. Comme toujours, je vous accompagne et vous savez à quel point j'aime donner des séances individuelles. Il y a parfois des gens qui ne pensent pas que j'en donne parce que des fois,
dans la fausse modestie peut-être de la Vierge, on n'ose pas trop le dire. Mais voilà, je vous accompagne en séance. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet dans toujours cette approche symbolique, archétypale, pour mettre du sens et surtout se reconnecter à la conscience du cosmos, réenchanter nos vies d'un point de vue poétique et sensible. Et pour tous les rêveurs, tous ceux qui aiment les mythes, tous ceux qui aiment les contes, je pense que l'art astrologique est une invitation vraiment à rentrer aussi dans une autre façon de voir le monde et la réalité, qui est beaucoup plus joyeux aussi, même si des fois ça paraît un peu technique. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine.